Bien. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ce soir quelques idées de la thématique que nous avons choisie. Donc, c'est l'univers relationnel. C'est un domaine qui est très important, surtout dans la période que nous avons vécue et que nous allons vivre dans le futur, car il y a beaucoup d'enjeux qui auront lieu bien sûr, à la suite de cette période que nous avons vécue dans le domaine relationnel. Je profite également pour remercier tous les organisateurs de cette magnifique entreprise qui est Torah Live. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le nombre de cours qui ont pu être donnés, qui ont pu être partagés pendant cette période, certainement, ça a apporté énormément de chizouk, énormément de force à toutes les personnes qui sont restées chez elles, bien sûr, et qui ont pu partager d'un accès à la Torah et d'un accès à la connaissance et à la conscience, d'un accès à la conscience et à la connaissance telle que le Rabbi nous a toujours demandé, de répandre toutes les sources vers l'extérieur. Alors, sans plus tarder, vous me permettrez de partager avec vous également quelques petites diapositives. Donc, j'ai préparé cette conférence sous une forme aussi visuelle et nous allons apprendre tout ça par l'intermédiaire aussi de diapositives que je partagerai avec vous maintenant dans l'immédiat. Alors, un petit instant. Voilà. J'espère que vous pouvez voir correctement les diapositives. Si les responsables peuvent bien me confirmer par message que tout est OK, comme ça, on peut éventuellement donc confirmer tout ça et être sûr que tout le monde peut visionner les diapositives correctement. Alors. Très bien. OK. OK, c'est OK. Super. Merci pour la réponse. Bien. Alors, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle David Melki et parmi mes activités, je suis également coach personnel et professionnel, spécialisé en neurosciences motivationnelles. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir beaucoup de personnes dans l'accompagnement personnalisé, dans leur développement personnel. Et cette conférence fait partie d'un petit aperçu de ce qu'on pourrait voir dans l'univers relationnel. Et donc, vous allez aujourd'hui découvrir vraiment quelques apports exceptionnels que, en association avec les neurosciences, on a pu découvrir. Et c'est surtout ce que vous devez savoir, c'est que dans la démarche que nous allons entreprendre aujourd'hui, il y a un élément sine qua non qui est extrêmement important, c'est celui qu'un instant, on doit chacun d'entre nous se positionner pour accepter des nouvelles données, pour accepter un univers qui est peut-être méconnu de notre part. Et le fait de pouvoir l'accepter, le fait de pouvoir au moins l'entendre, nous permettra d'avoir un accès vers quelque chose de nouveau. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que nous avons dans la façon que Dieu nous a créé un outil exceptionnel. Cet outil exceptionnel, c'est notre cerveau. Et ça peut paraître un peu banal, tel que c'est décrit comme ça, mais je vais vous apporter une image qui est, une petite anecdote. Vous avez certainement entendu parler du grand joueur de basket Michael Jordan. Et un jour, on l'a sollicité pour une publicité. Donc, une grande entreprise l'a sollicité pour une publicité. Et puis donc, lorsque, dans son contrat, on lui a demandé de venir sur un terrain
est tout simplement de rater 2 paniers de basket. Bon, son coach et donc la personne qui s'occupe de sa communication a immédiatement accepté, surtout qu'il y avait un gros chèque à l'issue de ces quelques minutes pour cette publicité. Et puis, ce joueur arrivant sur le terrain, donc on lui donne le ballon et on lui dit, écoute, tu as besoin de rater 2 paniers pour cette petite séquence de la publicité. Ça va durer pas plus que 5-6 minutes. Vas-y. Je vous adresse la question. Pensez-vous que combien d'essais Michael Jordan a dû faire pour rater 2 paniers? Alors, ce fut un événement exceptionnel. Il a dû rater 100, il a dû essayer 100 fois pour rater un seul panier. Et son entraîneur qui était à côté lui dit, mais je ne comprends pas, Michael, qu'est-ce qui se passe avec toi? On t'a juste demandé de rater un panier. Et là, il lui a répondu une réponse exceptionnelle. Il lui a dit, mon entraînement, ce n'est pas uniquement un entraînement physique, c'est que mon esprit, dans mon cerveau, je me suis conditionné systématiquement que lorsque je vois un panier, il faut que la balle entre dans le panier. Il y a aucune autre possibilité que ça. Rater, mettre à côté, ce n'est pas possible. Alors certes, il y a un entraînement physique d'endurance, mais à part ça, il y a ce que cet outil exceptionnel qui se nomme le cerveau a comme outil indispensable pour que l'on puisse aller de l'avant et mettre en place un changement. Sauf que, dit comme ça peut paraître extrêmement facile, mais ce même outil exceptionnel, il est également extrêmement paresseux. Dans quel sens? Ben, tout simplement parce que le cerveau, il a un mode de fonctionnement dans lequel il s'inscrit systématiquement dans les événements du passé. Les événements du passé, c'est ce qui alimente notre présent. Et donc, le cerveau crée des images, des clichés. Et lorsque ces clichés sont prédisposés dans notre esprit, on s'y réfère systématiquement. Donc, si un individu a vécu une situation d'échec dans un événement X ou Y, son cerveau aura enregistré que dans la même circonstance, s'il se trouve dans des conditions à peu près semblables, il engendrera un échec. Alors, le pourquoi, ce soir, serait un peu long à expliquer, mais en tout cas, avec tous les outils les plus perfectionnés d'aujourd'hui, nous avons pu établir que le mode de fonctionnement du cerveau est comme ça. C'est d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que le Tanya est fondé sur ce principe de Moar Shalit Alalem, que le cerveau, il a une tellement grande puissance qu'il peut même maîtriser les sentiments. Mais on y reviendra un peu plus tard dans la conférence. Donc, nous allons parler de la relation. Et cette relation a un lien très étroit avec notre perception du monde. La perception que nous avons du monde est forcément reliée aux images que nous avons dans notre esprit, donc les images que notre cerveau a élaborées tout au long de notre vie. Donc, pour démarrer, il faut savoir que la relation peut se répartir en 2 grandes catégories. Tout d'abord, c'est la relation avec soi. Et ensuite, c'est la relation avec les autres. Les autres, c'est bien sûr la famille, les amis, les collègues, au travail, n'importe. Mais justement, avant de rentrer et de s'approfondir dans ces 2 aspects, puisque nous sommes juste à l'issue de l'Akba Omer, c'est exactement sur ça que Rabbi Akiva a dit « Zeklal gadol batora, ve'avta lereacha kamocha ». Si nous nous concentrons sur cette phrase, sur ce passouk de la Torah, nous avons les 2 aspects. Nous avons le reacha, donc les autres, et nous avons le kamocha, nous avons le soi. Et pour pouvoir avoir une relation correcte avec les autres, ça passe en premier lieu,
et préalablement avec soi. Lorsque nous allons découvrir les sabotages, les différents sabotages intérieurs que nous pouvons vivre à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre relation intime et personnelle, nous allons ensuite comprendre comment la relation aux autres peut s'articuler. Et donc, c'est exactement sur ce passouk que Rabbi Akiva disait Klal Gadol Batorah. Comprends, approfondis d'abord la relation avec toi-même avant d'établir une relation avec les autres. Mais de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de relation? Il y a préalablement un point qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine relationnel, nous pouvons avoir trois grandes familles. L'interaction, la relation et le lien. L'interaction, c'est un échange ponctuel qui est positionné, qui est établi entre deux personnes sans vraiment avoir la volonté de le poursuivre. Je vous donne un exemple. Lorsque vous rendez dans une épicerie, dans un magasin, vous arrivez à la caisse et puis vous devez payer vos achats. Au moment où vous devez payer vos achats, vous avez besoin de la caissière ou du caissier qui est face à vous. Vous avez besoin de lui pour qu'il encaisse et pour qu'ensuite vous puissiez de votre côté poursuivre votre journée et continuer vos occupations. Au moment où vous êtes concentré au moment de l'achat, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous créez tout simplement une interaction. Une fois que vous quittez le supermarché, vous ne souhaitez pas continuer à poursuivre ou à vous occuper de la caissière ou du caissier. Et puis, de la même chose, la caissière, elle vous a déjà oublié quelques secondes après que vous êtes parti. Il s'agit ici d'une interaction. Ensuite, la phase d'après, c'est une relation. Une relation signifie forcément être relié. On commence déjà à établir une constance dans le lien que nous essayons d'établir avec la personne. Mais ce lien et cette relation est alimentée par deux éléments. Le premier, c'est notre volonté à établir la relation. Et la deuxième, c'est le respect. La troisième partie, c'est le lien. Le lien, c'est lorsque la relation est tellement fusionnelle, c'est que tellement les deux individus ou les deux personnes sont en complète symbiose, c'est que là, à ce moment-là, ils créent un lien, un véritable lien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ni moi ni l'autre, nous sommes comme une seule entité. Je vous ai fait cette petite akdama, cette petite introduction pour que vous puissiez comprendre que à l'issue de toute cette conférence, nous allons également évoquer la relation que nous avons entre nous, Am Israël, nous-mêmes et Akadosh Baruch Hu. Mais pour le moment, nous allons établir dans une première étape le sens de la relation avec soi. Alors, comme je vous l'ai dit, notre cerveau est composé de plein de petits morceaux de puzzle dans lesquels nous avons des images du vécu, du passé. Alors, qu'est-ce que la relation à soi? Si je pouvais vous interroger, si on avait la possibilité d'avoir une interaction un peu plus fluide, alors on aurait peut-être pu vous questionner en direct, mais vous pouvez également dans les commentaires laisser quelques petites suggestions et me dire qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui, avant d'entamer la conférence, qu'est-ce que vous considérez comme une relation, la relation à soi. Alors, entre-temps, nous allons avancer le temps que je vois quelques commentaires, si vous le souhaitez. Alors, la relation à soi démarre de deux grands points. Le premier, c'est, comme on l'a dit juste avant, la conception de notre cerveau. Et puis, nous avons de l'autre côté, d'autre part, ce que nous développons comme émotion face à cette même situation. Et nous sommes dans un conflit quasi permanent. On remarque une situation, on développe une émotion, et puis suite à ça,
on s'attache ou on ne s'attache pas à cette même situation. Et donc, pour comprendre comment cela est articulé, il faut comprendre comment faire en sorte que notre cerveau ait un équilibre entre l'image qu'il perçoit, l'événement qu'il est en train de percevoir et la dimension émotionnelle. Alors, ici, c'est un point très important. Vous savez que lorsqu'on parle de relations, il y a toujours une petite histoire qui me vient à l'esprit que je vais vous raconter immédiatement. C'est l'histoire d'une jeune fille d'environ 10-11 ans qui se trouve en classe. Et puis, elle est très pressée d'aller aux toilettes et elle lève le doigt pour demander à la maîtresse, est-ce que je peux sortir pour aller aux toilettes? Et puis, la maîtresse lui dit, écoute, patiente un peu parce que bientôt, dans 10-15 minutes, le cours va terminer, tu iras à ce moment-là aux toilettes. Mais cette jeune fille, dans sa tête, elle a vraiment besoin d'aller aux toilettes. Et puis le temps passe, elle arrive tant bien que mal à se retenir. Et puis, à ce moment-là, la maîtresse, elle sent qu'elle est un peu distraite, et puis elle l'appelle au tableau et lui dit, viens résoudre ce problème de maths au tableau. Et là, pour cette jeune fille, c'est l'hécatombe. Je suis pressé, je dois aller aux toilettes, et en plus, ma maîtresse me demande de venir au tableau. Elle vient au tableau, et puis une fois le problème posé, là, malheureusement, elle ne peut plus se retenir. Et puis, ce qui a dû se passer arriva. Et puis, elle se retrouve toute trempée. Et là, bien sûr, ce qu'elle ressent, c'est une grande humiliation et une volonté profonde de se cacher. On peut la comprendre. Et puis, à ce moment-là, il y a la maîtresse qui lui dit rapidement, vas-y, va aux toilettes, change-toi, reviens. Elle ne sait plus trop comment s'y prendre. Et puis, bien sûr, les copains de classe ne sont pas toujours très tendres. Mais bon, elle arrive à surmonter cette difficulté. Les années passent et puis elle se retrouve cadre dans une entreprise. Elle remarque qu'elle a une difficulté constante lorsque elle se retrouve face à ses collaborateurs. C'est peut-être une quinzaine, une vingtaine de personnes. Elle doit prendre la parole pour exprimer et faire savoir le programme de la semaine. Et puis à ce moment-là, elle se retrouve sidérée face à ses collaborateurs. Elle n'arrive pas à placer un seul mot. Plus tard, elle découvrira par un travail de développement personnel que le sens et la raison d'être de ce blocage, c'est ce moment, c'est ce cliché au moment de son enfance qui a fait que son cerveau a fait une relation immédiate entre l'exposition au public et sa personne. Et puisqu'à ce moment-là, lorsqu'elle s'est retrouvée au tableau, elle s'est sentie profondément humiliée, son cerveau a fait la simple connexion de dire, ben, tu t'es senti humilié à 10-11 ans au moment où tu te trouvais face à un public, alors je te reproduis quelques années plus tard, lorsque tu te retrouves toi aussi face à un public, la même problématique, avec une boule au ventre, avec une angoisse. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage, dans notre langage habituel, on appelle ça un mindset dans lequel le cerveau s'est habitué à uniquement être focus sur cette image. C'est ce qu'on appelle nos croyances limitantes. Nous avons des croyances, nous avons des axiomes dans notre esprit qui sont figés. Alors parfois, ils sont malgré nous et parfois, ils sont, on va dire que c'est même nous-mêmes qui les générons. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes nous aussi le vecteur de ces mêmes idées. Lorsque cet événement est passé, lorsque cet événement a eu lieu, on continue à l'alimenter constamment et dire bah, je ne suis pas capable, je ne peux pas,
et je n'y arriverai pas. Et puisque, comme on l'a dit au début de cette conférence, que le cerveau est paresseux, ce qu'il cherche, c'est de se retrouver dans la facilité. Et la facilité, c'est de reproduire à l'identique les mêmes événements que le passé. Donc, pour résumer, quelque part, nos relations démarrent tout d'abord par ce côté antérieur dans lequel on a pu ancrer en nous des perspectives qui sont complètement erronées et qui ne sont plus d'actualité. Donc, il s'agit tout simplement aujourd'hui de faire une mise à jour sur certaines choses sur lesquelles peut-être dans le passé, on a pu les rendre des croyances complètement limitantes et des pensées qui alimentent ces mêmes croyances limitantes. Alors, puisqu'on parle de croyances limitantes, alors je vous en ai cité ici quelques-unes et on va essayer de les développer progressivement. Alors, par exemple, une des croyances limitantes les plus courantes, c'est le devoir d'être approuvé par les autres. Combien de fois une personne agit, un individu agit, homme ou femme, agit dans le sens contraire à sa volonté? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a besoin de se ressentir, il a besoin de ressentir que les autres lui donnent le petit coup de pouce, qu'il existe quelque part à travers les autres. Et de se sentir approuvé par les autres, c'est une croyance dans laquelle on se limite complètement. On ne laisse plus place à notre imagination et à notre créativité. De la même façon aussi, le devoir d'être conforme. Par exemple, on est sûr que pour être bon, il faut forcément être bon en maths. Ou bien, si je ne sais pas parler anglais, forcément, je suis un nul. Donc, si je sais que dans l'entourage dans lequel je suis, il y a un certain nombre de personnes ou une société dans laquelle, pour rentrer, on va dire, dans le cadre, il faut absolument que j'ai tous ces éléments face à moi, et il m'en manque un, forcément, je ne me sentirai pas conforme. Donc, systématiquement, je développe en moi une croyance limitante, une croyance dans laquelle je ne peux plus agir parce que j'ai peur. Après, bien sûr, il y a aussi le devoir d'être parfait. Le devoir d'être parfait, c'est aussi une croyance limitante dans laquelle on ne laisse pas la place à l'erreur. Eh bien, on sait que souvent, c'est vrai, cette phrase est vraie de dire l'erreur est humaine, mais en même temps, c'est difficile pour, euh, c'est difficile pour nous de l'admettre parce que euh, quelque part, on a toujours besoin de se sentir au top de la forme, au top de notre conscience, au top de nos connaissances. Et il s'agit ici d'être congruent avec soi-même. Et lorsque on ne sait pas, ou lorsqu'on ne peut pas savoir, ou lorsqu'on n'a pas encore accédé au savoir, alors on le dit. Et on est chalem, on est entier avec soi-même. Le quatrième point, par exemple, c'est aussi le devoir absolu d'être autonome. De quoi s'agit-il? Il y a certaines personnes que lorsque on leur propose de l'aide, systématiquement, ils se sentent affectés. Ils disent, ça veut dire que je vais commencer à devenir dépendant, ça veut dire que peut-être je vais me sentir rabaissé parce que je ne sais pas ou je ne peux pas. Le fait de vouloir toujours être autonome et de ne pas solliciter des personnes qui peuvent peut-être être ici pour nous aider, ça aussi, ça limite. Parce que on sait ô combien que, comme le Hayom Yom le dit, que Deaga belev ish yesichena, lorsqu'une personne a une préoccupation, il doit pouvoir en parler. Ça, c'est une première explication. Il y a écrit Yesichena mida tov et Yesichena lacherim. Tout d'abord, il faut essayer d'en faire abstraction pour un moment, pour se concentrer sur l'essentiel. Et d'autre part aussi, il faut aussi avoir la possibilité de l'exprimer, d'aller vers une personne qui est capable de nous entendre et de nous écouter. Et puis, bien sûr, le cinquième point, c'est le devoir absolu de maîtriser ses réactions affectives. Ça veut dire que parfois, lorsque on sent que nous sommes dans une colère, lorsqu'une personne sent qu'elle est en colère ou qu'elle n'arrive pas à maîtriser un certain nombre de ses émotions, alors tout de suite,
elle est dans une remise en question. Alors parfois, dans un premier temps, il faut savoir aussi les accepter. Il faut aussi savoir et accepter que lorsque nous sommes affectés par quelque chose, ce n'est pas un drame, forcément. Il faut après savoir l'exprimer, savoir en parler. Ça sera déjà la deuxième phase lorsqu'on va parler de la relation aux autres. Mais tous ces 5 points que vous voyez ici à l'écran, ce sont les 5 croyances limitantes qu'un individu, très souvent, excusez-moi du terme, mais rumine en soi, et puis il alimente ce moulin d'idées dans lesquelles il a besoin toujours d'être approuvé, d'être conforme, d'être parfait, euh, d'être toujours autonome, de ne pas avoir besoin d'aide, de toujours maîtriser ses réactions. Alors j'ouvre une parenthèse qui est une parenthèse importante. Vous savez que un nouveau-né, un enfant, il a des réactions instinctives et naturelles dans lesquelles il ne réfléchit pas. Lorsque vous observez un bébé, vous regardez que lorsqu'il a faim, il pleure, lorsqu'il a froid, il pleure, lorsqu'il est content, il sourit. Il exprime tout ce qu'il a exprimé sans contrainte. Au fur et à mesure du temps, lorsque l'enfant grandit, puis après devient un adolescent, un adulte, il se retrouve dans une société dans laquelle on lui inculque quelque part ses croyances limitantes, sans le vouloir forcément. Et l'idée ici, c'est de savoir que à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons cette dimension personnelle et profonde dans laquelle tous ces 5 points qu'on vient de citer sont OK avec nous-mêmes. On n'est pas obligé d'être approuvé par tout le monde. On n'est pas obligé d'être conforme à ce que les personnes de notre entourage voudraient que l'on soit. C'est comme la fameuse blague qu'on dit et qu'on raconte souvent que euh, le papa et une maman juive veulent absolument que leurs enfants soient ou avocats ou médecins. Ça aussi, ça peut faire partie des croyances limitantes. Que pour être dans la réussite, il faut forcément atteindre un certain niveau social. Et pourtant, on voit qu'il y a des personnes, des artistes, des peintres, des personnes d'exception qui ont pu justement se manifester et œuvrer grâce justement au fait qu'ils ont été centrés sur eux-mêmes. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de relation à soi, il faut d'abord comprendre que lorsque nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, OK à l'intérieur de nous-mêmes, c'est à travers ça qu'on peut avancer et évoluer. Il y a ici une histoire qui me vient à l'esprit lorsque je vous dis ça, il me semble que c'est avec Picasso. Il était assis donc à la table d'un café et sur un petit mouchoir, donc il était déjà âgé, il avait déjà peut-être 60 ou 65 ans, et puis il essayait voilà, il faisait des petits traits, des petits tracés sur cette serviette. Et puis il va pour se lever, il laisse les quelques pièces de monnaie pour payer son café, et puis lorsqu'il se lève, il voit une dame qui s'approche de lui et qui lui dit: Excusez-moi, vous êtes Monsieur Picasso, est-ce que je peux récupérer votre serviette? Alors, Picasso lui dit: Alors, je suis désolé de vous dire, mais ce petit morceau de serviette fait partie de 60 ans ou de 50 ans de travail acharné. Donc, si vous voulez, je peux vous le vendre à 20 000 $. Ça peut paraître complètement fou comme réaction, mais il y a beaucoup de sens dans tout ça. C'est que ce monsieur, au fond de lui, il a réussi à exprimer en quelques traits le travail de toute une vie. Alors certes, ça peut se quantifier plus ou moins avec une somme d'argent, mais l'idée essentielle, c'est de savoir que lorsque nous sommes ancrés à nous-mêmes, lorsque nous sommes en phase avec nous-mêmes, nous pouvons exprimer davantage toutes nos capacités. Et donc, aussi vis-à-vis du domaine relationnel, lorsque nous sommes déjà nous-mêmes et nous savons exactement comment notre esprit fonctionne, alors à ce moment-là, lorsqu'on sera face à une autre personne,
on pourra avoir les outils nécessaires pour lui exprimer tout ça. Maintenant, je vous l'ai mentionné tout à l'heure déjà, mais donc concrètement, comment on se sabote? Alors, qu'est-ce qui fait que on y arrive à là? Donc, c'est des pensées erronées qui viennent tout le temps, tout le temps, tout le temps alimenter ces rouages de l'estime de soi. Donc, en disant, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Et toutes ces pensées, lorsqu'elles alimentent ce moulin, alors on se sent de moins en moins chaillard, de moins en moins apte à pouvoir agir. Et puis, le deuxième point, qui est bien sûr lui aussi extrêmement important, c'est que à force de rentrer dans ce système de pensée, concrètement, ce qui se passe, c'est que on a tendance à déformer la réalité. Pourquoi? Bah, tout simplement, nos croyances limitantes sont tellement puissantes, nous sommes tellement accrochés à ces croyances limitantes qu'on est obligé de déformer la réalité pour les renforcer. Donc, c'est-à-dire que même ce que nous allons apercevoir à l'extérieur, un événement X ou Y, on va le reporter systématiquement à nos croyances. Pourquoi? Pour être conforme à la personne que on a voulu, que les autres, quelque part, ont voulu qu'on soit, et pas la personne que nous sommes réellement. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute avant de passer à la prochaine étape, ou par le chat ou en direct, ça me gêne pas, ça me gêne absolument pas. Et s'il n'y a pas de questions, on continue. Alors, maintenant qu'on a compris comment, dans l'univers personnel, on arrive justement à établir un certain nombre d'axiomes, si je pourrais les appeler comme ça, et un certain nombre d'idées. Et quels sont les éléments qui peuvent saboter notre esprit, et que maintenant on sait que à travers tout ça, euh, sur quoi travailler. Alors oui, excusez-moi, alors excusez-moi, j'ai quelques questions, je vais essayer d'y répondre. Alors est-ce que j'enregistre? Alors excusez-moi, mais je ne sais pas, est-ce que c'est enregistré? Alors voilà, il y a une personne qui me demande, donc c'est Efrat qui me demande concrètement qu'on a des sentiments négatifs. Comment on fait? Exemple, colère, jalousie. On doit les accepter ou les repousser? Alors, c'est une très bonne question. Alors, j'ai une conférence aussi sur la gestion émotionnelle. Ce n'est pas directement l'objet de notre conférence, mais je vais y répondre très rapidement. Il faut savoir que la première étape dans l'acceptation de soi, c'est de comprendre que lorsque nous avons une réaction émotionnelle, cette réaction émotionnelle est forcément reliée à la perception que nous avons du monde. Alors ici, il ne s'agit pas de savoir est-ce qu'on repousse ou on ne repousse pas nos émotions. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle croyance limitante est la racine de ma réaction émotionnelle. Lorsque vous vous posez réellement cette question, vous allez voir que justement, vous allez remonter à des antécédents, à des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la situation que vous vivez aujourd'hui. C'est à l'image de cette jeune fille qui se retrouve 15 ans plus tard face à ses collaborateurs et qui ne peut pas s'exprimer. Mais ce n'est pas parce que ses collaborateurs sont des personnes méchantes. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont mis forcément en colère. C'est tout simplement parce que la situation éveille en elle une problématique antécédente à laquelle, justement, qu'il faudra traiter, qu'il faudra prendre en considération. Et donc, pour répondre à votre question, oui, donc la colère et la jalousie, tout d'abord, il faut les accueillir. Alors, il ne s'agit pas de les accepter, mais les accueillir. Je modifie un peu le mot. Et une fois que vous accueillez votre émotion, il faut aller à la recherche du pourquoi, du comment et qu'est-ce qui a fait que. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, j'ai également une question ici. Euh, si on a réellement des faiblesses. Alors, si on a réellement des faiblesses. Alors, c'est une question ouverte. Alors, si on a réellement des faiblesses,
Alors, j'aime beaucoup cette question parce que j'ai envie de vous dire, si on a réellement des faiblesses, c'est un très bon signe. Ça va peut-être vous choquer, mais de quoi s'agit-il? Bah, tout simplement, c'est que ça me rappelle l'histoire d'un des empereurs qui est venu vers Rabbi Akiva et qui lui a posé la question, je ne comprends pas, si Dieu a voulu que vous ayez tous la Brit Mila, comment se fait-il qu'il ne vous a pas créé comme ça? Et donc Rabbi Akiva lui répond, bah, tout simplement pour la simple raison que lorsque vous prenez de la farine et vous prenez de l'eau, alors certes, chacun de ces deux éléments sont très importants, mais le fait d'élaborer quelque chose a toute son importance encore plus que quelque chose qui est déjà tout prêt à manger. Donc, Dieu a voulu quelque part de nous que on ne soit pas parfait, qu'on n'est pas forcément parfait et que on ait l'envie de se parfaire. Et ces outils, nous les avons. C'est quelque chose qui est ancré en nous. La seule chose, c'est que parfois, on ne sait pas. Comme je donne souvent à mes clients l'exemple, je leur dis, vous avez dans votre boîte à outils un marteau. Et pendant toute la vie, on vous a dit, sache que ce marteau, c'est catastrophique. N'utilise jamais ce marteau parce que si tu utilises ce marteau, tu peux te faire mal et tu peux créer des catastrophes. Et puis un jour, vous avez besoin de planter un clou dans le mur. Et le seul moyen que vous avez, c'est quoi? C'est d'utiliser votre chaussure ou votre savate. Et il y a quelqu'un qui vous dit, mais tu as un marteau. Et vous vous dites, bah, c'est pas possible, on m'a toujours dit que le marteau, c'est quelque chose de négatif. Alors, que, quelque part, j'ai envie de vous dire que si on n'est pas parfait, bah, c'est justement que là, le travail commence. Et si on a des faiblesses, c'est justement, c'est tout le job. Euh, alors, j'ai une question ici. Comment savoir ce qui provoque dans notre cerveau ces croyances limitantes? Alors, oui, alors c'est une bonne question. Alors, les croyances limitantes euh, sont l'interprétation des événements. C'est l'interprétation que nous avons d'un certain nombre d'événements qui fait que on rentre dans un système de croyances limitantes. Alors, ce qui rajoute un peu à la complexité, c'est que si on n'avait que le cerveau, on aurait pu quelque part faire des petits ajustements. Mais le problème, c'est que nous avons le côté émotionnel. Et le côté émotionnel crée un ancrage encore plus important dans le cerveau que ce qu'on aurait pu avoir uniquement par une réaction, on va dire, cérébrale pure et authentique. Alors, j'ai encore une question. Comment on fait quand on attend des excuses d'une personne qui nous a fait de la peine? Elle ne, elle ne le fait pas. Alors, excusez-moi, ne le fait pas. On est mal, on est renfermé. Ah, d'accord. Ok. Euh, alors, comment on fait quand on attend des excuses d'une personne? Alors, je vous remercie parce que vous introduisez donc la suite. Oui, comment éviter la crise? J'ai compris. D'accord, merci pour la précision. Alors, justement, vous introduisez la prochaine partie qui est justement donc la partie de la relation aux autres. Une fois qu'on a compris ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, on peut maintenant comprendre comment appréhender les autres. Alors, on va y aller, puis je suis certain qu'au fur et à mesure de la conférence, ça va certainement répondre à vos questions. Et si ce n'est pas le cas, relancez-moi vers la fin. Alors, qu'est-ce que la relation aux autres? Alors, attendez, petite... voilà, voilà. Alors, je vous donne ici, alors si vous pouvez le noter, ça serait encore mieux. Vraiment ici, dans ces 4 points, je vous livre le cadeau de l'aspect relationnel. Ça se résume en 4 points. Demander, donner, recevoir, refuser. La relation à l'autre démarre lorsqu'on sait demander, lorsqu'on sait donner, lorsqu'on sait recevoir et lorsqu'on sait refuser. Mais l'ingrédient principal de tout ça, c'est la réciprocité. Comme je vous l'ai dit au départ de cette conférence, c'est que
Il ne s'agit pas ici d'une interaction. Lorsqu'on parle de relation, c'est que vous voulez absolument et profondément établir quelque chose de durable avec votre interlocuteur, que ce soit votre époux, votre épouse, que ce soit votre ami, que ce soit votre patron, que ce soit vos collaborateurs. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas simplement une interaction, une histoire d'une seconde, comme le caissier ou la caissière qui vous encaisse vos produits et puis vous partez. Vous cherchez à établir quelque chose. Pour pouvoir établir quelque chose, il y a ces 4 piliers sur lesquels la relation à l'autre démarre. Et vous allez voir que une des conditions essentielles, c'est être dans le, ne pas être dans une tendance où l'on pointe du doigt l'autre, mais lorsqu'on parle de soi. Je vous donne un exemple très simple. On peut voir ça, par exemple, au début d'un mariage, lorsque le jeune couple, voilà, ils sont très joyeux, voilà, ça fait quelques semaines qu'ils sont mariés. Et puis le mari, il veut faire plaisir à sa femme et il lui offre un cadeau. Mais ce cadeau, c'est quelque chose qui est totalement insignifiant aux yeux de sa femme. Alors, pour maintenir une bonne relation, sa femme va lui dire, ouais, c'est super, c'est exceptionnel, merci que tu as pensé à moi, c'est vrai. Il y a ici un geste exceptionnel. Le fait d'avoir pensé à un cadeau, c'est déjà en soi quelque chose de magnifique. Sauf que nous n'avons absolument rien avancé à ce jeune homme en termes relationnels. Pourquoi? Parce que lui, il a la certitude qu'il a comblé son épouse. Alors, il a peut-être comblé d'affection parce qu'il a pensé à elle. Mais elle a reçu un peu à contre-cœur ce cadeau sans réellement lui exprimer ce que c'est un cadeau pour elle. Et c'est là justement l'enjeu. L'enjeu, c'est de parler de soi. Qu'est-ce qui est un cadeau pour moi? Qu'est-ce que je considère comme quelque chose d'important? En d'autres termes, c'est se concentrer sur ses besoins, sur ce qu'on recherche personnellement, profondément, et de savoir l'exprimer à l'autre. Alors, nous allons essayer maintenant de développer un peu tout ça. Alors, lorsqu'on parle de demander, nous avons une tendance, et je m'excuse de le dire avec des mots aussi clairs, dans laquelle on nous a peut-être appris toutes les bonnes manières, on nous a appris comment se tenir, comment manger, comment dialoguer, comment parler, comment apprendre. On nous a tout appris, mais on n'a pas pris le temps de nous apprendre les bases de la relation. Alors, je vais vous demander de regarder dans cette diapositive. J'ai mis donc le demander au centre, en bleu. En haut, j'ai écrit culpabiliser, exiger, en rouge, et en bas, proposer, inviter. De quoi s'agit-il? Dans les diapos qu'on va voir à la suite, c'est réparti en 2 grands univers. L'infantilisation, d'un côté, donc c'est le côté plus haut qui est en rouge, et la responsabilité en bas. J'explique. Lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous avez 2 possibilités. Ou bien que la demande soit une culpabilisation ou une exigence. Si la demande en termes relationnels vis-à-vis de l'autre est dans cette sphère-là, dans la culpabilisation et dans l'exigence, alors on rentre dans une relation infantile, dans laquelle on ne laisse plus à notre interlocuteur le pouvoir de s'exprimer. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, nous-mêmes, puisque nous ne sommes pas capables d'exprimer réellement quelle est notre demande, alors que va-t-il se passer? On va systématiquement aller dans un sens qui est beaucoup plus agressif.
être beaucoup plus dans la culpabilité. Par exemple, je vous donne un exemple qui est très courant. On voit quelqu'un, notre conjoint, notre conjointe, un ami, n'importe, on voit qu'il n'est pas très bien. Il a passé peut-être une journée difficile. Et puis on lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et là, à ce moment-là, on lui sort la phrase suivante, on lui dit, tu dois me dire ce qui ne va pas. Cette phrase, c'est une exigence. Par définition, lorsqu'on est dans une exigence, on renferme l'univers de la personne. Que ce soit le nôtre, quand on entend cette exigence, ou que ce soit vis-à-vis de l'autre. Ou bien, une autre phrase très courante dans la culpabilité, c'est que, par exemple, tu devrais me dire ou faire ce qui est bien pour toi. Tu ne parles pas. Tu sais ce qui peut arriver. Toutes ces questions qui sont un peu dans la culpabilité. On culpabilise l'autre pour essayer d'obtenir le maximum d'informations. Alors ça, on n'est pas dans la demande. Ça, on est dans une relation qui est une relation tendue, qui est une relation conflictuelle. Par contre, d'autre part, lorsque on est dans la proposition, on peut totalement changer. On peut dire, je t'invite à me dire ce qui ne va pas. Vous n'obligez pas l'autre, vous l'invitez. Vous êtes quelque part un peu comme son associé. Dans inviter, on entend, par exemple, si c'est possible pour toi d'en parler, je me sens capable d'entendre. C'est-à-dire que la personne qui est face à vous, vous la respectez telle qu'elle est. Pourquoi? Parce que votre perception de la situation qu'il a vécue et sa perception, c'est Shama Ivaret. Et ça arrive tellement souvent lorsque une personne rentre du travail et quelqu'un l'a contrarié. Ou bien que quelqu'un rentre du travail, il a raté 2 métros. Et puis il rentre, il est agacé parce qu'il voulait rester plus de temps avec ses enfants. Et puis son conjoint ou sa conjointe lui disent non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ce t'inquiète pas, c'est pas grave ne laisse plus de place. On a envie de bien faire. On a envie d'être dans la réciprocité. Mais on ferme l'univers de notre interlocuteur. Donc ça, c'est pour demander. Alors, donner. Lorsqu'on parle de donner, encore une fois, donc nous avons les deux univers. Nous avons ou bien imposer et obliger, ou bien offrir et stimuler. Un exemple. Lorsque, par exemple, vous voyez que quelqu'un de votre entourage euh, est très râleur. Il râle tout le temps. Et ça vous agace. Alors, vous lui imposez et vous lui dites, bah écoute, je vais faire ça et ça et ça pour toi pour que tu arranges ton problème. Donc, encore une fois, cette démarche, elle part peut-être d'une bonne volonté. Mais puisque votre perception personnelle de l'univers de l'autre est figée, vous ne laissez plus de place à l'autre pour pouvoir s'exprimer. Et c'est la même chose pour obliger. Par contre, lorsque vous offrez quelque chose à quelqu'un, vous lui dites, bah, écoute, j'ai pensé à toi et je t'offre ça sans contrepartie. Je n'attends rien en retour. Là, à ce moment-là, vous lui offrez une opportunité. Lorsqu'on parle de stimuler, par exemple, c'est, vous dites, bah, je te donne sans regret, sans aucune attente de retour. Vous donnez quelque part uniquement pour stimuler l'autre à être dans une démarche avenante. Ça, c'est donné. Ça, c'est réellement donné. Mais lorsqu'on oblige quelqu'un, et ça peut aller très loin dans les relations, si chacun d'entre vous et chacun d'entre nous peut l'imaginer dans son univers relationnel proche, et vous allez voir que tous ces événements sont des événements du courant, de la vie de tous les jours. Ensuite, comme je vous l'ai dit, nous avons recevoir. Alors, recevoir, c'est aussi, fait partie aussi de cet univers relationnel dans lequel, quelque part, lorsque, par exemple,
il y a une personne qui vient et qui dit écoute, tu sais que c'est mon anniversaire dans quelques jours. J'espère que tu vas pas oublier mon anniversaire. Alors oui, bien sûr, vous voulez recevoir quelque chose, vous attendez quelque chose, mais d'autre part, vous l'imposez. Donc c'est extrêmement difficile de renouer et de faire le lien avec une personne lorsque un individu est dans cette démarche. Par contre, d'autre part, si vous êtes dans, alors si pardon, là il y a une petite erreur euh, dans dans la diapo, c'est que j'ai fait le même copier-coller. Donc dans recevoir, pardon, il y a prendre, arracher d'une part et recueillir et amplifier. Donc prendre, arracher signifie quoi? C'est que en fait on cherche absolument à obtenir quelque chose. Et par contre, d'autre part, lorsque on essaye de recueillir et d'amplifier, c'est quoi? C'est qu'on essaye quelque part d'établir cette relation à autre chose, quelque chose qui est au-delà de la limite personnelle. Et maintenant, le dernier point est que si je peux le dire et oser le dire, c'est refuser fait aussi partie de l'univers relationnel. C'est-à-dire que lorsqu'une personne peut à un moment donné dire j'ai mon opinion et je suis prêt à accepter aussi que tu aies une opinion différente que la mienne, c'est ce qui bâtit réellement un apaisement relationnel. Pourquoi? Parce que de la même façon que l'on dit que Akadosh Baruch Hu nous a créés totalement différents l'un de l'autre, il n'y a pas un individu sur terre qui est semblable. Keshem shedeotem shavot. Keshem shepartzufehem shonim, kach deotem shonot. De la même façon que nos visages sont totalement différents l'un de l'autre, même nos pensées et même nos façons d'aborder la vie sont différentes. Il faut savoir que être dans cette démarche d'accepter la différence, c'est essentiel. Accepter d'être différent, de penser différemment et accepter aussi que l'autre personne qui est face à nous a une interprétation différente de la vie. Et ça, il ne s'agit pas forcément de rentrer dans une dimension conflictuelle, comme s'opposer, comme rejeter la personne. Non, il s'agit de pouvoir s'affirmer et de se positionner parce que vous savez que votre ancrage intérieur nécessite telle ou telle chose. Et et donc ces 4 points que je vous résume ici, demander, donner, recevoir, refuser, il faut toujours être dans ce questionnement. Est-ce que je suis dans une relation obligeante ou est-ce que je suis dans une relation qui ouvre le champ des possibles? Si je suis dans une relation qui ouvre le champ des possibles, je sais que je suis dans une relation constructive. Maintenant, alors je ne sais pas quelle heure il est, si j'ai encore du temps. En tout cas, je vais vous apporter quelques clés concrètes pour mettre en pratique tout ce que nous venons d'apprendre. Alors, je vous rassure que euh, c'est euh, donc cette conférence qui voilà, va durer 1 heure, 1 heure et quart, résume vraiment de manière très précise un certain nombre de points. Et c'est une conférence qui pourrait durer 4 ou 5 heures. Et j'ai eu l'occasion justement d'intervenir dans une école pour une conférence sur la confiance en soi. Et c'était une conférence qui devait durer 2 heures. Et malheureusement, on a eu le temps, voilà, de manière très succincte, de voir les points essentiels. Mais c'est comme ça. L'univers du développement personnel, c'est vraiment c'est vraiment un univers exceptionnel. Et si je peux ajouter, c'est que c'est quelque part la chassidoute, ce que la chassidoute a toujours voulu nous apporter, c'est cette prise de conscience d'abord de soi
et cette prise de conscience des autres et la prise de conscience aussi avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur. Et c'est avec ça que nous allons conclure, si Dieu veut, la conférence. Donc, quelques clés concrètes. Alors, la première chose, c'est que souvent, lorsqu'on sort d'une conférence ou on sort d'un bon shiur, on a envie de tout changer. Et comme je vous l'ai dit au départ, le cerveau, c'est un outil exceptionnel, mais extrêmement paresseux. Donc, le plus important, c'est de poser des petites actions aussi souvent que possible. Si vous ne pouvez pas tout changer, c'est normal. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, après cette conférence, vous sortez, vous vous dites, sur quoi je me concentre? Est-ce que je me concentre peut-être sur la relation à moi-même? J'essaie de retrouver en moi les ressources nécessaires pour arrêter de m'auto-saboter, arrêter d'écouter mes pensées négatives qui alimentent mes croyances limitantes. Et vous commencez par un seul point. Mais l'essentiel, c'est que ce soit une petite action, mais le plus souvent possible. Et là, vous brusquez pas le cerveau et vous ne lui demandez pas de faire une métamorphose du jour à l'autre, d'un jour à l'autre. Donc, vous avez l'idée, le plan et vous passez à l'action. Mais le plus important, c'est une petite action et aussi souvent que possible. Le deuxième point, soyez attentif ou attentive à votre dialogue intérieur. De quoi s'agit-il? C'est que souvent, lorsqu'on est dans une phase ascensionnelle, lorsqu'on sent qu'on évolue, et puis parfois, ça arrive, on fait une gaffe. Il y a une bavure, on a mal parlé à quelqu'un, on a mal agi. Souvent, notre dialogue intérieur, il fait quoi systématiquement? Il rétablit des croyances négatives, des croyances limitantes. Ça, c'est le dialogue intérieur. Et ce dialogue intérieur doit changer. Et comment il change? Avec tout simplement une phrase très simple. Habituez-vous à dire ça. Même si je me suis mis en colère, ou même si j'ai mal parlé à un tel, je m'aime et je m'accepte. Sachez que cette phrase, encore une fois, je n'ai pas beaucoup de temps pour tout expliquer, mais ça fait aussi partie des techniques de EFT, Emotional Freedom Technique, qui aident justement au soulagement émotionnel. Donc, entraînez-vous dans votre esprit, vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute, mais ça serait encore mieux, que lorsque vous vivez une situation négative, vous pouvez tout simplement dire, même si, euh, alors même si j'ai eu telle et telle situation, je m'aime et je m'accepte. Alors, j'ai quelques questions, je suis désolé. Je prends le temps un petit instant de voir tout ça. Je n'ai pas remarqué en parlant. Alors, ah, d'accord. Alors j'ai une question ici. Attendez, je remonte. Voilà. Comment offrir sans paraître de quémander l'amitié? Alors, l'amitié, c'est pas justement quelque chose qu'on peut quémander. L'amitié, c'est quelque chose qui se construit. Et lorsque vous voulez établir une relation avec quelqu'un, le premier point, c'est que la personne doit le savoir. Donc, et bien sûr, il faut aussi faire cette introspection. Qu'est-ce que vous cherchez dans la relation avec cette personne? Si vous cherchez à alimenter votre système de croyances limitantes, ben, c'est que ce n'est pas forcément de l'amitié. C'est que si vous cherchez à entretenir une relation avec telle et telle personne parce que elle va vous rentrer dans un système social qui vous plaît, ou bien parce que vous allez avoir plus de facilité pour ceci ou pour cela. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est quel est le fondement de cette relation que je veux et que vous appelez donc cette amitié. Et donc, si vous êtes déjà dans la phase où vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un, il faut déjà réellement réfléchir qu'est-ce que vous recherchez auprès de cette personne. Alors, j'ai ici un commentaire. Moi, je suis très intéressé. Alors, je ne sais pas exactement. Il y a des livres pour mieux connaître.
Alors oui, il y a beaucoup de livres. Après, ça dépend exactement sur quel point. Je pourrais vous recommander éventuellement quelques livres. Alors, j'ai aussi un autre commentaire, très vrai, ça marche. Je avec ça, c'est tout à fait. Mais quand la crise est là, que faire? Quand on refuse les difficultés et que l'agressivité arrive, quelle est la solution? Alors, donc, si je comprends bien votre question, c'est une question qui a été posée en public. Ah oui, donc je ne sais pas si c'est mademoiselle ou madame. Oui, donc quand la crise est là, que faire? Quand on refuse les difficultés et que l'agressivité arrive, quelle est la solution? Alors, comme je pense que ça rejoint un peu votre question de tout à l'heure, c'est que la problématique que vous évoquez ici, c'est euh, une problématique émotionnelle. Alors, je vais en toucher un mot très très rapidement. Il faut comprendre que l'émotion, l'étymologie du mot émotion signifie ex movere. Ex movere, ça veut dire avoir un mouvement vers l'extérieur. Donc, lorsque vous avez une réaction émotionnelle, c'est que par définition, vous devez évacuer quelque chose. Et comme je le dis souvent, c'est que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Tout ce que vous n'arrivez pas à exprimer, alors ou bien ça s'imprime à l'intérieur de vous, et donc ça engendre ce qu'on a appelé les croyances limitantes et un certain nombre de sabotages. Et si, par contre, de l'autre côté, donc vous souhaitez que ça s'exprime, alors lorsque l'émotion arrive à ce moment-là, alors l'émotion, c'est quelque chose un peu de primaire, dans le sens où si quelqu'un soudainement vous fait peur, bah, l'instinct, c'est de crier. Après, il y a donc l'émotion et il y a le sentiment. Le sentiment signifie un ressenti mental. Un ressenti mental signifie que vous commencez à donner une interprétation à l'émotion que vous avez vécue. Et c'est à ce moment-là que lorsque vous êtes dans l'univers sentimental, que vous commencez à donner des interprétations à ce que vous avez vécu. Plus vous donnez des interprétations, donc qui sont quelque part la voix de vous-même, plus vous alimentez le contexte émotionnel. Maintenant, il faut savoir que sous IRM, IRMF, on a vérifié que l'émotion en soi, le contexte émotionnel dure très peu de temps, même pas quelques secondes ou moins d'une minute. Mais le contexte sentimental, plus vous l'alimentez, plus ensuite ça devient une attitude, et puis une habitude, et puis quelque part un, un engrenage dans lequel vous commencez à ancrer cette réaction émotionnelle instinctive dès l'instant que l'événement apparaîtra. Donc, pour régler un problème émotionnel, il faut régler l'interprétation que vous lui avez donnée. Mais pour ça, il faudra éventuellement solliciter un entretien privé pour que je puisse vous en dire plus, parce qu'en public, je ne pense pas que ce soit le moment. Alors, j'ai ici une question. Alors, excusez-moi, j'ai plusieurs. Alors, comment accepter de faire un travail sur soi? J'ai l'impression qu'il faut quand même avoir un certain bitoul. Oh, d'accord. On est trop enfermé, limité. Bon, j'aime beaucoup cette question. Euh, c'est une très belle question. Donc, je la résume. C'est que vous utilisez déjà un mot très précis. Vous utilisez le mot bitoul. Alors, vous utilisez le mot bitoul. Et j'ai tout un cours sur ça. Le Bitool et le développement personnel, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on croit. Ce que on appelle communément le Bitool, ce n'est pas l'annulation de soi, ce n'est pas le fait de ne pas exister, mais
je vous le dis en une phrase, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Alors, je n'aurai pas le temps, donc je vous laisserai, si vous souhaitez, mes coordonnées téléphoniques et pour ceux qui veulent éventuellement prendre des rendez-vous et avoir des informations plus précises pour toutes vos questions. Ensuite, comment réussir à exprimer nos sentiments? Alors, je vous remercie pour vos questions. Vraiment, c'est des questions exceptionnelles, mais il faudrait une nouvelle conférence sur, sur l'univers émotionnel et sentimental. C'est voilà, c'est d'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, je laisserai à l'issue de la conférence donc ma carte de visite. Elle apparaîtra sur l'écran. Vous pourrez noter mes coordonnées téléphoniques sans souci. J'ai vu encore, il y a quelques questions. Est-ce que vous avez des recommandations de livres sur le développement personnel? Alors, oui, 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 oui. Il y a pas mal de livres. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous recommander dans un premier temps? Euh, déjà, je peux vous recommander une chose. Alors, j'ai donc durant tout mon cycle d'études et entre autres, j'ai côtoyé mon cher ami David Lefrançois, que vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler. Il a une chaîne YouTube très riche dans laquelle il y a beaucoup de vidéos très intéressantes. Donc, vous pouvez regarder déjà sur sa chaîne YouTube, il y a beaucoup de thématiques. Donc, si vous ne connaissez pas David Lefrançois, donc vous allez certainement apprendre à le connaître à travers ses vidéos. Euh, c'est un juif. Son histoire est très longue, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur des notions de Chassidut. Il est aussi très proche de Chabad. Donc voilà, c'est une personne exceptionnelle. Donc je vous conseille éventuellement de regarder sa chaîne YouTube. Et il y a aussi, je pense qu'il offre son livre, je pense sur le lien de sa chaîne YouTube. Bon, ça, il faudra vérifier. Mais encore une fois, si vous voulez plus de détails, contactez-moi en privé. OK. Donc je continue, et après on reprendra les questions un petit peu plus tard si vous le voulez bien. Alors donc, prochaine étape. Alors, excusez-moi, petit problème. Voilà. Donc, troisième point très important pour, dans votre réussite, c'est appuyer sur vos réussites et vos talents. Beaucoup trop souvent, on prend le temps de se mortifier sur ce qu'on n'a pas réussi à faire, mais on ne prend pas le temps de fêter nos réussites. Et ça, c'est essentiel pour notre cerveau. Notre cerveau a besoin de réussite pour savoir qu'il peut continuer à alimenter sa progression personnelle et son développement personnel. Alors, là aussi, bon, j'ai un cours, une conférence sur ça. Donc, sortir de sa zone de confort, ça veut dire, comme la question de monsieur ou de madame de tout à l'heure, c'est que comment accepter de faire un travail sur soi, c'est justement être dans son confort, certes, c'est la chose qui est la plus simple. Continuer avec le même mode de fonctionnement, c'est quelque chose qui est voilà, relativement accessible parce que c'est ce qu'on a entre les mains. Mais aller à la découverte de quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, au niveau personnel et au niveau intérieur, alors c'est un peu sortir de ses limites. C'est sortir de l'aspect confiné, si justement on peut utiliser ce terme, dans lequel on nous a habitués à être parfois, et on s'est habitué aussi à être à cause de toutes ces tendances négatives. Voilà. Donc, juste avant de terminer, je vais quand même faire le parallèle avec tout ça et notre relation euh, je vais faire la relation avec notre relation à Kadosh Baruch Hu.
Vous savez que il y a un enseignement que j'aime beaucoup partager. C'est un enseignement qui est apporté dans la Megillat Esther et qui dit, vers la fin de la Megillah, il y a un verset, il y a un passouk qui dit Ki'imu vekiblo haYehudim et asher echelu la'asot. Les Juifs ont accompli, ont accepté ce qu'ils ont débuté, ce qu'ils ont démarré, ce qu'ils ont commencé à accomplir. C'est la traduction bref de ce verset. La Chassidoute pose la question et nous demande mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'ils ont accepté et qu'est-ce que le peuple juif a accepté à Purim? Qu'est-ce que le peuple juif a pu commencer à réellement établir au moment de Purim qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de faire au préalable, ou bien qu'ils avaient, comme le passouk le dit, démarré juste avant. Alors, dans de nombreux Mahamarim, on explique, et c'est je pense aussi le Rashi sur place qui le dit, c'est que à Purim, le peuple juif a accepté véritablement le don de la Torah. C'est-à-dire que entre le moment du don de la Torah, en l'an 2448 de la création du monde, jusqu'au moment du miracle de Purim, il y a eu des centaines d'années qui sont passées. Le don de la Torah a été mis en suspens. Et pourtant, il y a eu le Mishkan, il y a eu l'entrée en Eretz Israël, il y a eu la répartition d'Eretz Israël, il y a eu des tas et des tas d'étapes qui ont fait qu'à Israël, il y a eu le Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash a eu lieu, puisque le miracle de Purim a eu lieu après la destruction du premier temple. Tout ça, et le passouk à la fin de la Megillah nous témoigne qu'on n'a pas encore réellement reçu la Torah. L'explication est simple. C'est que, oui, peut-être le peuple juif a réussi à obtenir un accompagnement dans lequel on les a initiés à l'accomplissement de la Torah. C'est à l'image de cet enfant que ses parents l'habituent au fur et à mesure du temps à accomplir les mitzvot, à faire ceci, à faire cela, à bien se comporter, à bien se conduire, à avoir les bonnes manières. Mais tout ça, dans le langage chassidique, c'est milemal alemat. C'est une tendance qui vient du haut vers le bas. Si je voudrais l'exprimer dans un terme un peu plus commun, c'est que on t'oblige, on te pousse à. Cependant, au moment de Purim, la tendance a été complètement inversée. C'est le peuple juif qui s'est engagé par lui-même à aller à la recherche d'une relation avec Akadosh Baruch Hu. Vous allez me demander, est-ce qu'il n'y a pas eu ça pendant le temps du Beth Amikdash? Ce sont des bonnes questions. Et il y a beaucoup d'explications là-dessus, comment le peuple juif a réussi à se maintenir pendant toute cette période. Néanmoins, le message que je souhaite vous faire passer ici ce soir, c'est que dans notre évolution spirituelle aussi, il y a parfois des étapes dans lesquelles notre reconstruction personnelle, notre relation à soi, notre relation avec la Torah et les mitzvot est essentielle. Quel est mon ancrage réel que j'ai dans l'accomplissement de ma Torah et des mitzvot? Oui, certes, mes parents m'ont donné un bagage important et ils m'ont tout apporté, de l'amour et de la volonté et l'importance de l'étude de la Torah. Mais qu'est-ce que moi j'en fais aujourd'hui pour mon évolution et pour mon attachement à Kadosh Baruch Hu? Et ça, c'est le miracle de Purim. Le miracle de Purim, c'est de se dire, je me détache quelque part de mes habitudes préalables, je prends le côté positif de tout ce qu'on m'a apporté et je commence à l'alimenter par moi-même. C'est à l'image de cette phrase que je vous ai dit tout à l'heure, je m'aime et je m'accepte. Je prends sur moi aussi de savoir que Ani l'onivret et koni. Ani, c'est qui? C'est moi. Si Dieu nous a créé une entité
indépendante, c'est pour que l'on puisse exister. Exister signifie qu'on puisse avoir un impact à l'extérieur. Et pour pouvoir impacter l'extérieur, il faut qu'on soit suffisamment impactant à l'intérieur. J'espère que voilà, ce message qui est un message aussi de préparation à Shavuot dans quelques semaines. Et ça peut se résumer aussi, toute cette période de Sfirat HaOmer, à cette recherche personnelle intérieure dans laquelle on recherche toujours à évoluer. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention et vos partages sur le chat. Donc, si vous avez encore quelques questions, voilà, je suis disponible. Vous pouvez les écrire. Je tâcherai de vous répondre. Il me reste encore quelques minutes de disponible. Et ensuite, je devrais vous laisser. Alors, je vais afficher juste mon contact ici pour ceux qui ont demandé. Alors, voilà. Excusez-moi, je remonte au début. Voilà. Donc, j'espère que ça s'affiche. Vous pouvez voir. Voilà. Donc, vous pouvez m'envoyer d'abord un message WhatsApp avec votre nom, prénom, et j'essaierai de vous répondre et de vous contacter. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous souhaitez poser d'autres questions avant que l'on termine cette conférence? D'accord. Bon. Ben voilà, sur ce, alors, alors voilà, j'ai quelques questions ici. D'accord. Oui, très belle question. La Torah nous dit de ne pas être égoïste. Alors, il y a une différence entre l'égocentrisme et l'égoïsme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Penser à soi ne signifie pas écarter les autres. Parfois, il faut penser à soi pour être beaucoup plus efficace avec les autres et avec ce qu'on entreprend. Euh, alors, on me dit merci, merci, merci pour le feedback. C'était très intéressant, je vous remercie. Euh, voilà, merci à vous. Alors, est-il possible de surmonter une timidité maladive? Alors, bon, vous dites beaucoup de choses dans la même phrase. Euh, alors, la timidité, euh, je vous rassure, ce n'est pas une maladie. La timidité, c'est une conséquence. Alors, comme chaque individu est très précis, donc je ne pourrais pas vous répondre à votre question de manière individuelle, mais plus globalement, la timidité, elle prend source, au plus souvent, hein, alors, oui, d'accord, je vais revenir sur votre question. Donc, juste je réponds à la question de madame, c'est que la timidité, elle, euh, elle prend source, elle est enracinée dans la confiance en soi. Et pour avoir une confiance en soi, il faut avoir l'image de soi et l'amour de soi, que tout ça font partie de l'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est aussi un grand chapitre dans le développement personnel, mais avec un bon travail sur l'estime de soi, je suis certain que la personne en question, que vous demandez pour elle ou pour lui cette question, elle pourra s'en sortir et connaître une évolution. Alors, je reviens sur une question qui m'a été posée. Donc, on m'a demandé juste avant que la Torah nous demande de ne pas être égoïste. Alors, il y a une nuance entre l'égoïsme et l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est être dans la destruction des autres pour pouvoir exister. C'est un peu comme de la manipulation. Euh, Par contre, penser à soi, être recentré sur soi-même, ne signifie pas être égoïste, ne signifie pas, pardon, être égocentrique. Signifie
se recentrer sur ses besoins pour être plus efficace. Comme j'ai dit à un ami il y a quelques mois, je lui disais, le verset qui dit que vous connaissez tous, Ani le dodi vedodili, donc c'est les Rachet Evot du mois de Elul, et c'est l'approche que nous devons avoir vers Dieu. Mais quel est le premier mot qui constitue ce passouk? C'est le Ani. Ani, c'est quoi? C'est ma personne, ce que je suis. Si je ne peux pas être ce que je suis, si je ne peux pas euh, explorer toutes mes capacités, si je ne peux pas laisser transparaître mes facultés, si je ne peux pas exprimer mes pensées, alors je ne suis pas réellement ce que je suis. Maintenant, évidemment, l'être humain reste une personne, comme on l'a dit durant la conférence, qui reste toujours à améliorer, qui reste toujours à parfaire, qui reste toujours à évoluer. Il ne s'agit pas de euh, laisser de côté une identité pour en avoir une autre. Il s'agit tout simplement de faire une mise à jour. C'est comme si vous avez un téléphone portable dans lequel il y a des applications qui ne sont plus compatibles parce qu'il est beaucoup trop ancien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire la mise à jour nécessaire pour télécharger de nouvelles applications. Donc, pour répondre à votre question, c'est que se centrer sur soi, c'est ce qui permet d'être plus apaisé et plus en phase avec l'extérieur et aussi, bien sûr, avec l'intérieur. Voilà. Donc, on m'a dit qu'on ne voit pas on n'a pas vu mes détails. Alors, je vais repartager l'écran. Voilà. Donc, si vous voulez noter mon numéro de téléphone, alors je ne sais pas si ça se voit, mais il s'affiche juste ici en bas. Donc, David Melki. Et le numéro de téléphone, il est juste en dessous. Vous pouvez le noter. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne continuation et j'espère à la prochaine, mais cette fois-ci peut-être en présentiel, ça sera avec une interaction beaucoup plus intéressante. Voilà, une excellente soirée à tous et à toutes et à toutes